Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce grand oral. Mon invité ce soir, Jean-Luc Dupont, maire LR de Chinon. Bonsoir. Bonsoir. Pendant 40 minutes, plein de questions pour vous. Comment aider le petit commerce et le tourisme fragilisés par le Covid-19 ? On parlera aussi santé avec l'hôpital de Chinon, malade de son déficit. Et puis emploi industriel. Quid de l'avenir de la centrale nucléaire d'Avoine ? On sait que 2 réacteurs pourraient fermer d'ici 15 ans. Pour vous interroger pour cette première partie d'émission, j'accueille Mickaël Texier, rédacteur en chef à TV Tour, et Olivier Pouvreau, journaliste politique à la Nouvelle République. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, on dresse la carte d'identité en quelque sorte de Chinon, ses points forts et ses points faibles avec Audrey Champigny. Chinon, c'est une ville d'un peu plus de 8000 habitants, la 11e du département. Parmi les raisons d'avoir le sourire, le tourisme, avec sa forteresse royale évidemment, 124 000 visiteurs l'an dernier, la fierté des habitants. Autre atout, son vignoble. Si Rabelais avait su, 13 millions de bouteilles vendues chaque année jusqu'aux États-Unis. Pas question pour autant pour Chinon de se reposer sur ses acquis. Elle fait partie des 222 villes françaises qui profiteront du programme Action Cœur de Ville, plusieurs millions d'euros à la clé. Enfin, on peut encore citer sa maternité et son label Amis des bébés, et sa centrale nucléaire, poule aux œufs d'or avec 70 millions d'euros de retombées fiscales. Mais la ville voit rouge aussi. La faute à son endettement d'abord, 1 855 € par habitant, c'est 2 fois plus que la moyenne des villes de même taille. Parmi les autres points à améliorer, son commerce. 15% d'entre eux sont fermés, contre 10 en moyenne. Enfin, la communauté de communes Chinon-Vienne-Loire, si elle est riche, reste de taille modeste. Seulement 19 communes, contre 67 par exemple pour Loge-Sud-Touraine. Voilà pour les points forts et les points faibles de Chinon. On reviendra bien sûr dessus tout au long de cette interview, Jean-Luc Dupont. Mais d'abord, les questions d'actualité avec vous, Mickaël. On commence par la crise du Covid-19. Ouais. On commence évidemment par cette crise. 25 000 masques lavables ont été distribués par la communauté de communes dont vous êtes le président pendant la première vague. Aujourd'hui, c'est plutôt le commerce de centre-ville qui manque d'oxygène, d'autant qu'il est particulièrement lié au tourisme. Comment aider ces commerces? Que peuvent la communauté de communes et la municipalité? Mais déjà, on a été très réactifs dans le cadre de la première phase du confinement, puisque dès le 19 mai, nous avons voté un plan de soutien, un plan de relance à l'économie locale, adopté à l'unanimité des membres du conseil communautaire, et dans une période où peu de collectivités s'étaient engagées dans la démarche. On avait mis sur la table, dans un premier temps, un peu plus de 700 000 € pour contribuer à cette relance. Et on a ciblé avec les chambres consulaires et les représentants des acteurs économiques locaux rapidement tous ceux qui avaient été le plus frappés par la crise et qui méritaient d'avoir un accompagnement parce qu'il en allait de leur survie et du maintien de leur activité. Donc on a été très réactifs. Avec les élections, ça n'a pas facilité les choses parce que le deuxième tour s'est passé le 28 juin. Le conseil communautaire s'est installé le 15 juillet. Et dès le 27 juillet, on a adopté la première délibération soutenant près de 200 commerces qui a versé un peu plus de 245 000 €. Ils l'ont touché la première semaine d'août. Donc, vous voyez, sous quelle forme? Des prêts? Non, des aides. Des subventions directes. Subventions directes qui allaient entre 800 et 4 500 €. Mais pour les commerces les plus frappés, je pense aux restaurateurs, notamment qui avaient longtemps de fermeture, la plupart ont touché entre 4 000 et 4 500 €. Et directement, donc dès le 1er août, les sommes étaient versées. Donc ça a été un moyen d'être très réactif pour les accompagner. Ça, c'était la première étape. Une deuxième étape a eu lieu au mois de septembre pour tous ceux qui n'avaient pas eu le temps de déposer leur dossier ou qui étaient toujours en frange. Vous le savez, dispositif, l'État a mis beaucoup d'accompagnement et je veux le saluer parce que les collectivités locales, nous, on a joué notre rôle, mais les prêts garantis par l'État, le travail porté par le Fonds de renaissance avec la région, nous a permis de faire un amortisseur social et économique comme peu de pays ont disposé. Donc il faut le reconnaître. Enfin, je veux dire, je crois qu'il faut le dire, il faut dire les choses très honnêtement. Ouais, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et pour les plus grosses structures, évidemment, les prêts garantis et les accompagnements au niveau de l'État et de la région étaient en prise directe. Par contre, c'est tous les petits et tous ceux qui passent en frange. Je pense à des gens qui sont auto-entrepreneurs. Moi, je vois des guides conférenciers, par exemple, qui sont chez nous.
leur seul revenu, c'est la visite des groupes touristiques sur la période touristique, en gros de Pâques à la Toussaint chez nous. Cette année, c'est pour eux, ça a affecté directement leurs recettes. Donc on a voulu que tout cela qui passait en frange des dispositifs nationaux, ils puissent être accompagnés. Donc on les a ciblés, on les a aidés. Donc une deuxième partie, on a rajouté près de 70 000 € lors du conseil communautaire qui vient de se passer au mois de septembre. Et ça nous a permis déjà de contenir les choses. Donc évidemment, le fonds de soutien, le plan de relance territorial, on l'a acté jusqu'à fin 2021 parce qu'on était conscient. Est-ce que vous allez renoncer à certaines taxes, par exemple, contribution économique territoriale? J'y viens. Ouais. J'y viens. Je donne le volet accompagnement et après je vais porter tout ce qui a été fait parce qu'en fin de compte, le plan de relance, il a deux volets. Il y a un volet directement sur le plan de l'intercommunalité et tout ce que les collectivités locales ont mis en place directement. Donc, premier volet, accompagnement, soutien financier direct. On a prévu, si nécessaire, une deuxième tranche. Suite à nouveau confinement, donc courant décembre, on fera un état des lieux de ce qui s'est réellement produit pour regarder si on doit à nouveau essayer de contribuer, en tout cas accompagner ceux qui étaient le plus meurtris par cette deuxième séquence. Ils sont encore nombreux. L'idée pour nous, c'est qu'on arrive à traverser cette période très complexe en maintenant le plus d'activités présentes. Sur les exonérations ou autres, on a décidé, par exemple, pour tous ceux qui étaient locataires de la communauté de communes, de faire une exonération des loyers sur la période de 2 mois et demi de fermeture administrative. Donc ça a été acté pour l'ensemble des locataires qui ont fait la demande et qui étaient nos locataires. On a conseillé aux bailleurs privés, s'ils le pouvaient, d'aller dans cette même direction pour faciliter la relance et l'accompagnement. Et puis ensuite, sur les financements qui ont été apportés, on a eu un soutien très important pour le monde associatif aussi, parce que le monde associatif de la culture, chez nous, aujourd'hui, il fonctionne beaucoup dans ce réseau, et il a été aussi durement touché. Donc on a maintenu, par exemple, toutes les subventions de fonctionnement à toutes les manifestations qui étaient prévues. Et par exemple, pour toutes celles qui avaient commencé à engager des frais de communication ou autres, elles ont été remboursées systématiquement de façon à ce qu'elles puissent, au moment où on va redémarrer, avoir la capacité de rebond et non pas se retrouver avec des finances qui sont complètement exsangues. Une question rapide sur l'hôpital peut-être. Ouais, parce que c'est l'autre volet de la crise du Covid-19. Vous êtes le président donc, de l'hôpital de Chinon, vous êtes le président du conseil de surveillance. Les soignants sont épuisés, vous le savez, par le manque de personnel et de lits pour faire face à cette seconde vague. Elle est où l'explication? Elle est où la cause de cet épuisement? C'est l'ARS, c'est l'État, c'est le manque de moyens, le manque d'investissement depuis des années? C'est 30 ans de causalité joints les uns derrière les autres. On reviendra dessus plus en détail tout à l'heure, mais là spécifiquement sur le Covid-19, l'ARS était pointée du doigt, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ils se sentent abandonnés? Alors moi je peux dire les choses très librement et sans que ce soit des atteintes aux personnes, c'est un constat de fonctionnement. La réactivité ne fait pas partie. Il y a des cellules de l'État qui sont faites pour gérer la crise, l'ARS n'en est pas une. Ça va très bien quand ça flotte et quand on a un cap. Mais dès qu'il faut s'adapter à des situations particulières, le modèle a démontré les limites. Et là, c'est pour ça que le binôme qui a été proposé par le Premier ministre entre les préfets ou les sous-préfets et les maires nous a permis d'avancer et de juguler ces difficultés pour trouver localement des solutions stables et fiables qui nous permettaient de garder le fonctionnement et la sécurité. Donc c'est vrai que le modèle de construction générale de notre politique de santé, il est globalement à revoir et la crise a pointé du doigt les endroits où on a des difficultés majeures. Merci Mickaël. Alors les grands dossiers, maintenant c'est dans Question Directe. Le premier grand dossier qui nous intéresse, c'est le commerce de centre-ville. Un problème, pas mal de commerces fermés, 15% pour le taux de vacances, c'est une quarantaine de commerces selon une étude de 2019. Avant de parler du plan national Action Cœur de Ville, d'abord votre diagnostic. D'où vient le problème? Est-ce que les loyers sont trop chers? Est-ce que c'est la situation économique? Alors je voudrais un peu pondérer vos propos. Oui. Parce que quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Chinon, c'est évidemment des pas de porte qui sont fermés, et je reviendrai sur les causes. Mais quand on regarde aujourd'hui, dans l'hypercentre, il reste 185 commerces actifs. Par exemple, c'est le double de densité des herbiers,
qui n'est pas considérée comme une commune en Vendée, qui soit une commune pauvre ou en désertification. Donc c'est l'image qu'on s'en donne aussi, il faut faire très attention, c'est qu'il y a un tissu très dense et très important de petits commerces de proximité. Et quand on regarde nos densités actuelles, elles sont bien supérieures, parfois du double, la moyenne des villes de la même taille. Donc c'est pour ça qu'à Chinon, le plan national Action Cœur de Ville va prendre une dimension toute particulière parce qu'on est loin de la désertification telle qu'elle est pointée et qu'elle est réelle à certains endroits. Et c'est pour la raison pour laquelle je me suis engagé farouchement. Vous partiez avec beaucoup d'avance en termes de commerce, de densité par rapport à certaines villes. Dire qu'il n'en manque pas, ça serait une erreur, parce qu'il y a eu des mutations du commerce qui n'ont pas été anticipées et qu'on a subies. Mais par contre, quand on regarde la densité encore présente, il suffit globalement de passer encore dans les rues. Si vous prenez aujourd'hui la densité, vous prenez quelques rues qui passent, la rue du commerce est peut-être le plus mauvais exemple. Quel commerce, par exemple, justement qui manquerait sont partis, Alors, il y a des choses toutes bêtes, c'est lié par exemple à la configuration d'un centre-ville ancien. Quand vous voulez installer, je vous donne un exemple tout bête, un pressing. Les règles sanitaires d'installation d'un pressing, aujourd'hui, les exigences pour pouvoir l'accueillir, la taille, les problèmes d'effluents, les ventilations, les choses comme ça font que dans un cœur de ville, dans du patrimoine ancien qui a été conçu au XVe, au XVIe siècle et qui était fait pour faire passer des charrettes à bras dans les rues et pas des véhicules, pose des difficultés majeures. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'adaptation d'un certain nombre de pas de porte en rez-de-chaussée, où il y a 2 marches pour descendre, 3 marches pour monter, où la seule entrée du bâtiment, c'est l'entrée du commerce, et il y a 2 niveaux de logement. Et évidemment, les commerçants n'habitent plus là. Donc, c'est toutes ces problématiques de dentelle qu'il y a besoin de travailler. Il y a un exemple, en fait, de dossier qui n'arrive pas à aboutir pour l'instant, c'est celui des halles gourmandes. Où en est-on ? Alors, les halles gourmandes, ce n'est pas un problème d'aboutissement. C'est qu'aujourd'hui, ces halles, c'est une proposition que j'ai formulée dans le cadre de la réflexion sur Cœur de Ville. En fin de compte, où est la mairie située place du Général de Gaulle, c'était des halles. Elles ont été reconstruites en 1850 sur des places de celles qui avaient été déconstruites en 1840, qui étaient la copie conforme de celles de Richelieu, qui n'ont pas pu être préservées. Leur état était pas bon. Elles ont été reconstruites. Et elles sont restées jusqu'en 1933 des halles en Cœur de Ville. Il s'avère qu'après l'évolution, les besoins de locaux administratifs ont fait qu'on a muré les portes et qu'on a créé. Mais il suffit de regarder l'architecture à l'intérieur. C'est vraiment des halles et aujourd'hui, la possibilité de les rouvrir est présente. Simplement, l'idée, ce n'est pas de décider de rouvrir les halles sans regarder l'impact qu'elle peut avoir, cette ouverture, sur le commerce de proximité. Et donc, l'idée, c'est de le construire avec les acteurs économiques présents, de regarder aujourd'hui qu'est-ce qui fait défaut, qu'est-ce qui pourrait être apporté dans cet îlot pour que ça crée, l'idée, c'est peut-être que ça crée un pôle, un pivot, dans le cœur de ville, qui draine du monde, parce que les halles, on sait souvent que c'est un lieu d'attractivité, de passage. Du coup, sur quel délai à peu près, tout ça, là ? Dans le cours de... Si vous voulez, c'est une réflexion qui va se faire en 2 temps, parce que l'opération si on devait recréer les halles, c'est une opération à tiroir, où il faut reloger les locaux de la mairie, éventuellement dans des locaux qui sont en face. On a l'ancien tribunal qui nous appartient, situé de l'autre côté de la place du Général de Gaulle. Donc, c'est une opération à moyen terme, mais l'idée, d'abord, c'est d'être sûr que c'est le bon outil. Il n'y aurait rien de pire que de construire ce type d'outils qui soient mal utilisés ou qu'ils viennent altérer d'une manière ou d'une autre la perception du commerce en Donc de la concertation. Autre défi, c'est celui de l'habitat, hein, Michael. Hein. Bah oui, beaucoup de Chinonnais aimeraient bien habiter dans le centre-ville et on les comprend. 2 problèmes, il n'y a pas beaucoup d'offres et certains logements anciens sont parfois à la limite de l'insalubrité. Qu'est-ce qui est prévu dans ce plan d'action Cœur de Ville pour améliorer l'habitat général ? Alors, j'ai parlé tout à l'heure des causalités, vous appuyez dessus. En fin de compte, les 3 causes majeures de la carence, il y a une problématique d'inadaptation de l'habitat, donc à la limite parfois de l'insalubrité ou des problèmes d'accessibilité qui sont très pointés dans ces locaux-là. Et il y a une forte demande, par exemple, pour les seniors qui veulent revenir habiter aux proximités des commerces. Quand vous avez des R+2 avec des escaliers qui ont été faits d'un autre temps, avec des pentes d'escalier vous ne pouvez pas habiter ça. Donc il y a un travail à faire sur ce point-là. Il y a après une problématique qui est plus large et qui ne correspond pas qu'à Chinon, c'est la difficulté de réhabilitation d'un patrimoine en secteur sauvegardé, où il y a des coûts engendrés qui sont souvent plus importants qu'ailleurs. Puis le 3e point, c'est des problématiques plus personnelles. Alors, est-ce qu'il y a une solution finalement ? Oui, alors le programme dans l'Action Cœur de Ville, le levier qui peut être pris, c'est justement par le biais de l'action publique, parce qu'en fin de compte, toutes les opérations qui ont pu être rénovées, elles le sont. Ce qui reste, c'est des immeubles à enjeu qui sont très difficiles. Donc, avec Action Logement, l'ANA, l'architecte des bâtiments de France qui sont dans le dispositif Cœur de Ville, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il y ait des opérateurs privés et ou publics qui accompagnent, parce que l'idée, c'est pas de se substituer à l'offre privée. S'il y a un privé qui veut faire une opération de réhabilitation, on l'accompagnera. Vous en avez déjà de ces opérateurs ? Oui, pour vous donner un ordre de grandeur, en 2019, il s'est vendu 7 immeubles dans Chinon qui étaient en vente depuis plusieurs décennies.
parce que les gens ont tourné leur regard sur l'opération Cœur de Ville, ont vu qu'ici plusieurs cases se croisaient, se cochaient. Donc on est en train de les accompagner et justement les partenaires du programme Cœur de Ville, partenaires de l'État, que ce soit la Banque des Territoires, je l'ai dit, Action Logement ou l'ANA, sont en train de regarder les dispositifs qui vont pouvoir, parce qu'en fin de compte, c'est de la dentelle un peu fine qu'il faut faire. Souvent, on mixe des opérations avec le besoin de l'accessibilité, mais aussi la nature de location et la taille des logements qu'on doit y créer. Très très rapidement, un mot sur le cinéma quand même, qui est une action qui est très bien engagée. La création de 2 nouvelles salles, en plus de celles de 320 places qui existent déjà. 220 places. 220 places, autant pour moi. Pourquoi c'est important d'avoir, dans une ville comme Chinon, un cinéma ? Nous, on s'est battus, moi, depuis le début de mon mandat en 2014. Vous savez que les sirènes ont sonné pour qu'ils se déplacent sur le parc d'activités Nord, parce que c'était plus commode, ça serait plus simple. Sauf qu'on est convaincu que le cinéma de Cœur de Ville, c'est un vrai outil d'abord d'animation culturelle du Cœur de Ville, parce qu'au-delà du cinéma, c'est une salle de spectacle qui peut être utilisée pour d'autres activités, d'autres manifestations. Mais c'est aussi le fait que ça draine du monde dans toutes les périodes de l'année, y compris en période hivernale. Et je vous promets que le dimanche après-midi à Chinon, quand il n'y a pas de cinéma, l'hiver, parfois, c'est un peu morose. C'est un élément d'attractivité. Donc c'est un vrai élément d'attractivité qui est complémentaire du reste. C'est-à-dire, Quel délai 2022 à peu près? Alors, la mise à niveau, on a obtenu les subventions de la première tranche. On a reçu 300 000 euros il y a 15 jours là, au titre des dotations de solidarité de l'État, donc la DSIL qui nous a été versée. 300 000 euros pour la première tranche qui comporte, c'est l'aménagement, la mise en conformité de la salle existante, notamment l'isolation phonique, l'acoustique, un peu d'accessibilité et du confort au niveau de la salle. Donc, première tranche de travaux qui devrait débuter en juin 2021. Et puis ensuite, la deuxième tranche qui, elle, doit être corrélée à un ensemble immobilier qui est à côté, qui jouxte le cinéma, parce qu'on est en plein cœur d'îlot, qui serait la construction de 2 petites salles annexes, une de 40-50 places, une de 70-80 places. L'idée, c'est qu'en fin de compte, avec 3 salles, l'offre cinématographique va être de qualité, parce qu'aujourd'hui, avec une salle mono-écran, lorsque vous avez des sorties nationales, l'offre n'est pas qualitative et donc la plupart des jeunes montent vers la métropole pour venir au cinéma. Allez, autre sujet qui préoccupe beaucoup les Chinonnais, c'est l'avenir de l'hôpital, évidemment. On sait que l'heure est aux économies dans l'hôpital public, malgré le Covid-19. Celui de Chinon affichera un déficit de plus de 7 millions d'euros cette année, c'est 10%, plus de 10% du budget annuel. Alors l'hôpital est-il en danger? On se pose la question. D'abord, comment on explique ce déficit? Est-ce que l'hôpital de Chinon dépense trop? Non, c'est évidemment la mauvaise question. Juste un point, vous évoquiez plus de 7 millions cette année, c'était avant le deuxième confinement. Parce que tous les actes déprogrammés dans la deuxième phase vont encore peser sur les recettes. C'était ma question suivante. J'y viens, mais je veux dire, il faut avoir tout à l'esprit. C'était une fois qu'on avait fait le bilan du premier confinement. En fin de compte, si c'est produit, c'est pas très dur. 3 400 000 euros d'actes qui devaient être faits pendant la phase de confinement qui n'ont pas été facturés. Parce que, manque à gagner, donc. Manque à gagner directement dans les recettes de l'établissement. Et derrière, une augmentation de la charge. En gros, 1 200 000 euros, 600 000 euros la prime Covid pour l'ensemble des personnels. Et derrière ça, 600 000 euros liés aux outils complémentaires de protection, à toute la protection sanitaire. Donc c'est tout le matériel qui a été mis en œuvre, les aménagements qui ont dû être faits, et puis les prises en charge. Parce que par exemple, quand les scanners sont des outils complémentaires d'analyse pour la Covid-19, et donc il a été nécessaire d'en faire plus que normal. Donc aujourd'hui, un effet ciseau terrible, c'est beaucoup moins de recettes, plus de charges. Donc on voit bien que la pente qui était déjà déficit qui se creuse. Alors il se creuse alors qu'il y avait déjà un déficit structurel. Depuis que je suis président, j'ai alerté les services. On a obtenu des financements chaque année en fin d'exercice. On nous envoyait une enveloppe. La Chambre régionale de comptes est là aussi pour pointer du doigt ce déficit. Mais alors ce problème-là, il n'est pas propre à l'hôpital de Chinon. Tous les hôpitaux, et notamment les hôpitaux de proximité, qui ont la taille de Chinon ou même un petit peu plus petits, sont confrontés à cette difficulté. Ça fait 30 ans, depuis l'instauration de la T2A, c'est-à-dire la tarification à l'acte, où, en fin de compte, c'est très bien pour les grands centres hospitaliers, mais moi, je ne vais pas m'amuser à faire des dizaines de prothèses de hanches, parce que ça rapporte. Moi, un hôpital à Chinon, il doit répondre aux besoins de santé de la population. Donc vous plaidez pour une tarification différenciée entre les grands hôpitaux et les petits hôpitaux? Une modification fondamentale des modèles de rémunération des centres hospitaliers, qu'on garde des seuils très
énarco-pensée sur les grands centres hospitaliers urbains, ça ne me pose pas de problème. Mais les hôpitaux de proximité, la problématique de chez nous, c'est qu'on est un hôpital à tout faire. Et il y a besoin de s'adapter aux réels besoins de santé du territoire. Et donc, les politiques nationales qui veulent décliner des grands modèles ne sont pas du tout adaptées pour les hôpitaux comme les nôtres, sur des bassins de vie où on joue un rôle de proximité essentiel. On va de la maternité, vous l'avez souligné dans la présentation. Maternité, de 2 millions d'euros de déficit, je crois. Et de structurel. Mais si vous voulez, dès que vous faites plus de 500 naissances, il faut une deuxième ligne de sage-femme. Une ligne de sage-femme, c'est 300 000 euros. Dès que vous avez des naissances, il faut des anesthésistes parce que vous avez pouvoir faire les péridurales. Il faudrait 1000 naissances selon la Entre 1000 et 1200 pour pouvoir équilibrer. Et je ne vais pas doubler la population du territoire. On a déjà un taux de pénétration qui est à peu près de 93-94%. C'est-à-dire qu'il y a 94% des bébés conçus sur le Chinonais qui naissent à l'hôpital de Chinon. Il y a très peu d'érosion à l'extérieur. Souvent, c'est les cas pathogènes qui demandent un suivi dans un centre particulier. Pour résumer, vous êtes inquiet pour l'hôpital ? Oui, je suis inquiète. J'étais ce matin en visioconférence avec la préfète et je lui ai fait part de mon inquiétude. On doit avoir à l'esprit, c'est que... Alors quand je me plains auprès de l'ARS ou du ministère de la Santé, on me dit oui, mais il y a plein d'hôpitaux, c'est pire que chez vous. Mais il y a un principe tout bête, la maladie de l'un ne guérit pas celle de l'autre. Et vous craignez une fermeture ou pas ? Non, mais non, à aucun moment donné. Si vous voulez, il y a des hôpitaux dans la région, comme le Blanc par exemple, qui ont vécu des vicissitudes très importantes avec des fermetures, qui sont liées à deux choses. D'abord, il n'y a pas eu d'investissement fait dans ces hôpitaux. À Chinon, en 12 ans, il a été investi 70 millions d'euros dans le plateau technique. Vous avez un hôpital flambant neuf. Vous avez des équipes motivées. On a les outils, tout pour le faire fonctionner. Il y a un modèle, c'est que l'hôpital, entre 2008 et 2018, il a perdu 5 millions d'euros de recettes en 10 ans. La tarification à l'acte, qui a fait baisser les recettes. Et en parallèle, en 10 ans, le glissement vieillesse et technicité, c'est-à-dire l'augmentation des salaires, rien que des salaires des personnels, c'est près de 30%. Donc vous avez 45 millions de charges de personnel qui augmentent de 30% et on vous baisse les recettes de 5 millions. Et à un moment donné, la limite élastique du dispositif, elle est attendue et ce n'est pas qu'à Chinon. Tous les hôpitaux de cette taille vivent les mêmes difficultés. Donc il faut modifier dans le Ségur de la santé et dans le plan hôpital santé 2022 qui était proposé par le gouvernement, la refonte totale du tarif, de la tarification pour permettre à nos hôpitaux. Moi je ne demande pas un chèque en blanc. Personne ne demande ça. Ce qu'on demande à rémunérer normalement les actes tels qu'ils sont faits. Merci Jean-Luc Dupont. Allez, restez avec nous. Dans un instant, la suite de ce grand oral avec vous, donc, Jean-Luc Dupont, maire de Chinon, au programme l'avenir de la centrale nucléaire, les questions politiques et puis un quiz. À tout de suite.